Effectivement, donc du coup on va reprendre effectivement avec Monsieur Jean-Pascal Foucault. Ensuite interviendra Monsieur Ziv. Voilà, et puis on continue comme ça. Donc là la présentation c'est une demi-heure, c'est ça ? 1 heure, 3/4 d'heure avec les questions. Très bien. Merci à tous d'être de nouveau présents. Et puis c'est à vous. Merci à vous. Alors, merci d'être là. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Jean-Pascal Foucault, enseignant-chercheur à l'Université de technologie de Compiègne. Et je vais m'adresser à vous aujourd'hui pour essayer de montrer ce que pourrait être le BIM du point de vue peut-être du maître d'ouvrage. Donc, on a évoqué ce matin avec M. Teller notamment, puis même dans l'aspect juridique, que la posture de l'usage, voire la posture du maître d'ouvrage qui devient un maître d'usage dès lors que le bâtiment est construit, est souvent escamotée, souvent mal comprise, mal appréhendée. Donc, j'ai développé un modèle, un procédé, si on veut, le procédé PACIT. PACIT, c'est l'acronyme de Process on Asset. Assets qui sont les actifs physiques, donc des bâtiments, des infrastructures urbaines, des infrastructures industrielles. For Criticality and Knowledge, donc pour établir une criticité dans un environnement financier contraint, par exemple, donc la contrainte économique. And Knowledge, donc le savoir que l'on peut constituer ou le savoir pratique que l'on peut acquérir, donc dans la logique de l'épistémé de Michel Foucault. By Inspection, donc l'aspect très technique. J'ai mis un I minuscule exprès pour marquer le fait qu'on met beaucoup d'emphase sur l'aspect normatif, donc sur les données normatives, les données mesurables. C'est ce qu'on aime faire comme ingénieur, comme scientifique. And Testimonies, le volet sciences humaines et sociales, c'est-à-dire le volet qui est lié à l'opinion, à la perception, au ressenti, qui parfois viennent altérer les décisions de façon brutale. Ça crée des bifurcations et on ne comprend pas trop pourquoi notre bâtiment, qui a été conçu d'une certaine façon, évolue d'une façon parfois surprenante. Donc l'idée générale, c'est d'ouvrir une discussion sur les thématiques qui recouperont notamment l'exploitation, la maintenance et le renouvellement des infrastructures. Donc, quelle origine du mouvement BIM? Je vais en dire quelques mots pour un peu jeter le pavé dans la mare sur les difficultés qu'on rencontre, notamment en termes de déploiement du BIM à grande échelle et très rapidement. Est-ce que le BIM intègre la dialectique entre les 3 cycles de vie que j'identifie comme étant primordiaux à maîtriser, à connaître, au moins à écouter pour être en mesure de faire un BIM? Et quand je parle de BIM, entendez plutôt jumeaux numériques sortir de ma bouche. Donc, le mot BIM, pour moi, est trop réducteur de l'époque de la maquette numérique purement architecturale, avec une vision très technique. Je le déploie à plus grande échelle en pensant aux données positives. Donc, il y a les données normatives et les données positives. Les données positives sont celles qui sont issues, comme je le disais, de la perception, de l'opinion, etc., des sciences humaines et sociales. J'ai écrit un petit article en 2015 que vous pouvez retrouver sur les Economic and Social Sensors, que j'ai présenté à Shanghai, qui traite de ce sujet-là. Après, vous pourrez me contacter là, et je vous enverrai la copie si cela vous intéresse. En 3, je vais déployer ce qu'est le PACIT, donc essentiellement, qu'est-ce que c'est au juste, à quoi ça sert et en quoi ça s'inscrit dans une logique d'écosystème, d'aide à la décision pour la maîtrise d'ouvrage. Donc, c'est vraiment la posture qui est prise. Et un petit retour d'expérience de résultats bénéfices, si on a le temps, puisque ça peut être peut-être un peu long, c'est mieux de s'attarder sur le début. Donc, vous avez sans doute déjà vu, et là, je ne vois pas apparaître la slide, voilà. Cette représentation-là, qui a été produite par Cisco France, dans laquelle on indique que les mauvais élèves en matière de transition numérique, c'est le domaine de la construction. Évidemment, c'est pour moi tout à fait évident et normal, c'est que la construction, pour moi, c'est la répétition de prototypes. C'est très difficile d'industrialiser la construction. On a fait des gros efforts depuis les années 70 avec les modes constructifs de plus en plus sophistiqués. On a des champions du monde avec Bouygues, Vinci FH sur la façon de procéder rapidement et avec efficacité, avec des modes de construction exceptionnels. Mais ça reste que c'est un prototype à chaque fois. Et donc, il y a une multi-organisation temporaire qui se fonde lors de la réalisation d'un projet. Et on parle à ce moment-là d'êtres humains qui sont derrière chacun des processus. Comme vous le savez tous, ça a été dit déjà ce matin, les humains sont peut-être le maillon faible du processus BIM, en fait. En tout cas, il y a une vraie difficulté. Donc, j'irai plus loin que ce que M. Tolmer a dit ce matin. Pour moi, le BIM n'est pas un appui à la transition numérique. C'est un appui à la transition numérique, à la transition écologique et encore plus à la transition économique. Donc, pour moi, c'est évident
que ce que l'on souhaite faire, c'est la transition d'une économie linéaire et consumériste à une économie circulaire et écologique et circulaire. C'est vraiment ça le pas qu'on veut faire. Et ça passe notamment par toute l'industrie de la construction, qui est un acteur, évidemment, on ne sortira pas encore tous les chiffres, vous les connaissez, très important. Donc, que voit le maître d'ouvrage lorsqu'il essaie de fouiller un peu sur la problématique ou sur la question du BIM? Il retrouve notamment un document de 2015 du PTNB, dans lequel on indique qu'on veut encourager ça, c'est important, mais regardez les mots-clés qui apparaissent en orangé. Essentiellement, on parle de productivité, qualité, modernisation de la filière. Donc, on est dans une logique purement de retrouver de la compétitivité, de l'agilité. Donc, on s'adresse plus, en fait, aux maîtres d'œuvre, éventuellement, et aux constructeurs, peut-être encore plus. Donc, en fait, le maître d'ouvrage ne s'y retrouve pas vraiment dans ce discours-là, déjà au départ. Donc, il y a une vraie difficulté à convaincre sur la base des motivations gouvernementales, même si ces maîtres d'ouvrage sont des donneurs d'ouvrages publics, bien sûr, dans la large majorité des projets que nous avons. Donc, il y a un vrai problème de discours. À qui s'adresse-t-on et comment on communique sur le fait de présenter le BIM? Évidemment, vous connaissez tous les référentiels, ils ont été évoqués ce matin, les normes ISO sur le sujet, le groupe de travail à l'AFNOR. Si vous n'y êtes pas sur le groupe de travail, je vous encourage à y être, sur le BIM, qui s'intéresse d'abord et avant tout au BIM bâtiment, mais je crois qu'il commence tranquillement à s'intéresser à ce qui est autre infrastructure, là, les réseaux enfouis, les réseaux filaires, les réseaux routiers, les réseaux, etc. Et je vous mets en exergue deux petites notes de référence sur la note Uniformat 2, qui est le mode de classement. Il y a Omniclass, comme vous savez, il y a Master Format, je crois, ou Master Class, mais Uniformat 2 est pour moi celui qui est le plus adapté au transfert des informations dans le champ de la maîtrise d'usage, donc dans le champ du rôle de maître d'ouvrage. C'est vraiment celui qui a été le plus utilisé en Amérique du Nord depuis au moins une quinzaine d'années et qui a fait faire des grands pas à ce type de transfert de simulation de la construction éventuellement vers la réalisation. Et en fait, pourquoi? Parce qu'il y a une grande vague en Amérique du Nord sur l'évaluation de l'état de santé de l'ensemble des composants des parcs de bâtiments et d'infrastructures urbaines existants, et ils se sont calqués sur le modèle Uniformat. Donc là, il y a toute une culture de l'évaluation de l'existant, puisqu'on a à peu près tout construit. On construit du neuf beaucoup moins qu'avant. Ça a été évoqué par M. Teller lorsqu'il parlait du renouvellement des friches actuelles, qu'elles soient industrielles ou urbaines. Et de l'autre côté, il y a le BIM construction flambant neuf, où là, on part d'une page blanche. Donc, c'est peut-être un peu plus simple d'imposer une culture. Et les deux, à mon avis, doivent se rejoindre. C'est l'idée, d'ailleurs, de ce que je vous présente en ce moment. Donc, déjà, si on veut regarder dans les fondamentaux, le premier élément important, c'est qu'il faut d'abord se concentrer et réfléchir par rapport à l'usage. L'usage, c'est ce qui est à la source du lien que l'on veut construire, c'est-à-dire la fonction, avec les fonctionnalités qui, elles, sont des composants. Les fonctionnalités sont exprimées sous la forme de composants avec des attributs de propriétés physiques, chimiques, peu importe. Et il y a des fonctionnalités avec la recherche de sobriété dans la conception de nos bâtiments qui sont de plus en plus de nature humaine. Je donne un exemple concret. Une organisation que je côtoyais récemment, tous ces systèmes d'horlogerie pour éteindre l'éclairage à partir d'une certaine heure étaient vraiment HS. Et ils ont décidé d'intégrer dans le contrat de sûreté de leur établissement, le fait que le gardien qui passait devait s'assurer que les locaux étaient fermés. Pourquoi? Parce qu'il y avait une variabilité des horaires qui était justifiée par les usagers, donc pour l'usage. Et si on mettait bêtement tout à off et on fermait tout, on venait en fait couper l'herbe sous le pied au fonctionnement de l'organisation. Donc voilà l'incorporation d'une action humaine alors qu'on avait une action technologique ou mécanisée ou automatisée. Donc, il y a une forme de recherche de sobriété dans certains cas qui doit être réfléchie, doit être pensée par les concepteurs dans le contexte où on est dans la rareté des ressources surtout. Je vous invite aussi à aller voir le travail de Shift Project, peut-être connaissez-vous ce truc-là, qui parle de sobriété numérique. Ceux qui ne se sont jamais fait plaisir, allez voir The Most Connected Building in the World, c'est The Edge Building à Amsterdam. C'est un immeuble de Deloitte, le bureau comptable. C'est vraiment incroyable. Je crois qu'il y a 40 000 capteurs et je me pose toujours la question à savoir qui entretient ces 40 000 capteurs-là. Et j'aimerais bien savoir s'il y a des capteurs pour dire que les capteurs ne fonctionnent plus. En tout cas, il y a un vrai sujet là. Donc, sobriété numérique, pourquoi pas?
Donc, à quoi s'attaque-t-on lorsqu'on parle d'une organisation qui doit gérer du BIM? C'est déjà une organisation qui baigne dans un écosystème extrêmement complexe pour lequel il y a l'inflation réglementaire et normative. Donc, réglementaire, ça, tu n'as pas le choix. C'est l'éthique moraliste, dirait-on. C'est l'acceptabilité sociale qui nous oblige à passer à l'action. Et par contre, il y a aussi tout ce qui est politique interne qui nous donne le droit d'accepter des normes ou de foncer vers les normes. Les normes ne sont pas obligatoires. En passant, j'ai été un de ceux des 70 experts qui a travaillé à la rédaction de la norme ISO 55000 sur la gestion d'actifs physiques, actifs industriels et autres. Et j'ai été vraiment surpris du processus. En fait, ce n'est que le dénominateur commun entre des experts de haut niveau, l'établissement d'une norme. Retenez ça. Ce n'est que le dénominateur commun entre des experts de haut niveau. Ce sont de bonnes pratiques. Ce n'est jamais, voire rarement, la bonne pratique, la meilleure pratique. Donc, la meilleure pratique se trouve au-delà, ailleurs, à côté. Pourquoi? Parce qu'on négocie entre pays et qu'il y a des renoncements à cause de stratégies économiques. Je veux utiliser du charbon pour l'énergie, donc j'ai peut-être intérêt à pas rajouter le petit article sur le développement durable et la maîtrise de l'énergie, par exemple. Donc, c'est un petit exemple pour illustrer. Donc, la pression est très forte, mais en bout de course, l'objectif d'une organisation, c'est de maximiser la valeur d'usage de son bien. C'est ça qu'il veut, en fait. Il veut que les usages auxquels il a droit, pour lesquels il a payé lors de la construction, soient maintenus à sa valeur d'usage maximale. Donc, ça lutte contre l'entropie. Donc, la négantropie qu'il doit faire, c'est la maintenance, le maintien d'actifs, le renouvellement des actifs. Donc, comment procède-t-il? Déjà, par observation de la dépréciation, diraient les comptables, et les ingénieurs parleraient de dégradation. Donc, déjà, c'est important entre le langage des comptables et le langage des ingénieurs. D'ailleurs, l'amortissement comptable, peut-être le savez-vous, est issu d'une discussion entre des comptables qui demandent aux ingénieurs ou aux architectes, ça va durer combien de temps? C'est toute la réflexion sur la durée de vie utile. Et les comptables prennent des grilles, des normes, des conventions qui sont totalement décalées par rapport à ce qu'on construit maintenant, souvent, tellement que l'amortissement comptable d'un bâtiment qui se faisait sur 50 ans jusqu'aux années 90 s'est fait sur 40 ans parce qu'on s'est aperçu qu'en mettant des systèmes électromécaniques complexes, on comprimait la durée de vie, on diminuait la durée de vie. Et depuis les années 2005, on admet l'amortissement comptable par composant. Et imaginez-vous qu'avec le numérique et la technologie, là, les durées de vie, là, ils vont peut-être encore... Donc, il y a une vraie logique de vouloir renouveler le parc de bâtiments par composant, et donc, tant au niveau comptable qu'au niveau de l'ingénierie. Donc, la représentation que vous avez là, c'est une façon de symboliser les 5 balles avec lesquelles un maître d'ouvrage jongle. D'une part, la construction, mais ça ne dure pas très longtemps dans la vie utile. Et ensuite, l'exploitation-maintenance, donc toutes les opérations courantes, jusqu'à un point où il peut réfléchir à l'aliénation, c'est-à-dire démolition, construction, soyons nobles, déconstruction, recyclage, et éventuellement bail amphithéotique, donc passer la responsabilité de l'ensemble des fonctions du bâtiment à une personne qui va prendre les lieux pour 15 ou 100 ans, donc une période très, très longue. Et finalement, la cession, le fait de vendre le bien. C'est les 3 modes d'aliénation. Sinon, s'il reste là, il doit rehausser la valeur d'usage, soit par des activités de remplacement, de réhabilitation, donc du renouvellement de type maintien d'actifs, du CAPEX, donc du Capital Expenditure, la dépense en investissement, ou de la rénovation, c'est de la requalification ou de la reconversion du site. On change les usages, on change la nature des usages. Donc, l'OPEX, Operational Expenditure, c'est le point 2. J'utilise les termes anglophones parce que Bercy ne comprend que ça. Voilà, c'est mon clin d'œil à Bercy. Sur ce, vous voyez la représentation du cycle de vie sur la longueur, comme ça, plutôt qu'en camembert. Je trouve ça intéressant parce qu'on ressent tout de suite le fait que la proportion du cycle de vie pour lequel toutes les entreprises vont réintervenir, où là, le BIM aura tout son sens durant les 85 % de la vie utile, bien, c'est souvent pas réfléchi en amont au moment de la construction. Et il y a des vraies réflexions axées sur la notion d'usage qui doivent être mises en place. En termes de coûts, pour illustrer, si vous avez un bâtiment très humide, c'est-à-dire un hôpital, par exemple, beaucoup de réseaux fluides, eau, air, gaz médicaux, la valeur du bien sera de l'ordre de 30 % durant la construction et 70 % durant le reste de sa vie utile.
J'ai mis le chiffre de 40 ans ici, il y a tout un débat, puis allez voir la norme 15 586 ISO sur l'analyse du cycle de vie, le coût global de possession. Il y a à peu près 8 définitions de ce que c'est la durée de vie. Donc, c'est très important de vous intéresser au cycle de vie. Alors, on vit cette histoire-là, mais on vit d'autres histoires en parallèle. L'histoire que je viens de vous montrer, elle est synthétisée, mais elle est le fruit des 3 histoires qui apparaissent là. Il y a 3 cycles de vie qui dialoguent constamment. Ça a été évoqué ce matin dans la présentation. Je pense que c'est vous qui l'avez évoqué très brillamment. C'est de dire qu'on est assujetti au mouvement politique, en fait, aux décisions politiques. Et il n'y a rien de mal là-dedans. Il y a une réalité démocratique où on fait des élections, excusez-moi, à tous les 5 ou 6 ans en fonction des niveaux politiques. Hein. Et on a des cycles de vie d'usage qui durent en moyenne une génération. C'est à peu près ce qu'on essaie de voir. Certains prospectivistes pensent que ça va diminuer à 12 ans, 15 ans, du fait que les générations se superposent de plus en plus. Hein. Il y avait la génération de mes parents qui était la génération silencieuse, il y a celle des baby boomers ensuite, et finalement la mienne, la génération X, et la génération Y et Z qui est en train de qui est à l'école là, devant nous et qui sera bientôt ingénieur et qui sont sur leur iPhone pendant que j'enseigne pour dire sur Wikipédia, monsieur, c'est pas tout à fait ça qu'ils ont dit. Et là, je leur réponds, à l'évaluation, pourri, ça prend 2 R, faites pas de faute d'orthographe. Et le dernier cycle de vie, c'est le cycle de vie, évidemment, des matériaux et des assemblages de matériaux. C'est un peu la physique des matériaux. Et en fait, ce qui fait un des échecs du BIM, c'est que nous qui sommes ingénieurs architectes, on aime donc ça le 3e cycle de vie. On se concentre sur celui-là énormément en omettant de réfléchir en transversal les 3 cycles de vie. D'où l'intérêt d'avoir des données positives qui relèvent des sciences humaines et sociales. Donc, le PACIT, qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est s'intéresser aux enjeux d'une organisation. D'abord et avant tout, lorsque vous construisez un bâtiment, vous le faites pour une organisation qui a une stratégie, avec une mission, avec un besoin, donc l'expression d'un besoin, un niveau de service souhaité, un service level agreement, éventuellement, lorsque vous contractualisez. Donc, vous essayez d'être dans une posture de satisfaire un besoin en termes d'usage. La stratégie, donc les objectifs visés par l'entreprise, fait un jeu de dédale, d'aller-retour entre les programmes qui sont générés, les appuis politiques, les décisions politiques, éventuellement le financement ou non et tous les modes de financement possibles. Donc, c'est un dédale qui peut être assez long parfois. Et une fois que c'est décidé, on distribue ça en OPEX et en CAPEX, donc budget de fonctionnement essentiellement, qui mène à la maintenance, qui est le bien-être des bâtiments, et à l'exploitation, qui est le bien-être des usagers. Donc, hygiène, salubrité, sûreté, sécurité, etc. Donc, il y a ces 2 grandes fonctions-là au niveau de l'OPEX. L'OPEX, c'est essentiellement du consommable. Hein. Une fois que c'est utilisé, c'est le papier dans le photocopieur. Le photocopieur sera le CAPEX. Le CAPEX, là, c'est toute la réflexion sur la gestion de projet. Et on a évoqué tout à l'heure la loi MOP. La loi MOP aussi va aussi loin que de proposer de la conception-réalisation. C'est un peu en dehors de la loi MOP, mais on peut avoir des dérogations pour faire de la conception-réalisation, exploitation-maintenance, c'est-à-dire durant tout le cycle de vie financé par le public, on construit et on gère un bâtiment, ou le PPP. Donc, il y a 4 modes contractuels possibles en France. Il y a peut-être des petites variantes. Le CPE, contrat de performance énergétique, c'est un genre de PPP sur des objets très spécifiques. Mais essentiellement, il y a 4 modes contractuels et ces modes contractuels-là nous plongent nécessairement dans une logique d'asymétrie d'information, donc de différence d'information entre les acteurs, le principal que représente le maître d'ouvrage et l'agent que représente le groupe de personnes qui vont à la fois concevoir, construire. Donc, toute cette logique-là contractuelle des asymétries d'information est à la base du succès ou de l'insuccès, souvent du transfert de données dans le champ de l'exploitation-maintenance. Il y a un vrai sujet là. Donc, le système d'information ou le référentiel ou le système de gestion que j'ai mis en place, c'est le système PACIT, qui permet de réaligner, et ça a été évoqué, je crois, par M. Teller, le fait d'avoir des informations ascendantes. Donc, on n'est plus juste dans le waterfall top-down, on est aussi dans le bottom-up, c'est-à-dire qu'on apporte une information terrain issue de l'expérience des utilisateurs, mais aussi issue de l'expérience des opérateurs, là, les gens qui s'occupent de l'exploitation-maintenance, pour essayer d'aligner la stratégie avec la réalisation. Donc, les aspirations et les réalisations, si l'écart est trop grand, c'est ce qui crée les gilets jaunes. Hein. C'est oui, non? OK, oui, OK, non, OK, on s'en fout.
Donc, grosso modo, l'écart en électricité, c'est la différence de potentiel qui tue. Ça, peut-être vous l'entendez mieux. Donc, essentiellement, c'est de réduire l'écart entre les aspirations et les réalisations, soit en révisant vos aspirations, je ne peux pas faire ce projet-là parce qu'il coûte trop cher, il faudrait que je le revise, ou en augmentant vos réalisations, c'est-à-dire vous financez mieux, plus, autrement vos trucs. Donc, les A, B, 1, 2, 3, 4, 5 que vous voyez arriver, les petits points orangés, ce sont des capteurs, dans le sens métaphorique et peut-être même physique, pour aller chercher de l'information qui permet de suivre le métabolisme et le cycle de vie d'un actif physique. Donc, ce que vous voyez apparaître là, ce sont les lapins de Stanford, pour lesquels certains d'entre vous sont au courant. Vous avez déjà vu cette représentation? Oui, non? Donc, à Stanford, aux États-Unis, dans les années 90, on demandait à des chercheurs de trouver le nombre de triangles nécessaires pour faire une représentation réaliste d'un lapin, ce qui a mené à Pixar, Shrek, etc. derrière. Et je l'utilise comme métaphore pour expliquer à mes étudiants qu'en fait, avec 272 triangles, on voit très bien que c'est un lapin. C'est la représentation en E. Par contre, en A, c'est la représentation réaliste, il y a 70 000 triangles. Vous comprenez bien que si on essaie de maintenir à jour 70 000 données, ça devient difficile. Donc, pour construire sa vision stratégique, il faut avoir un lapin déconstruit. C'est-à-dire que le maître d'ouvrage qui vous demandera, une fois que le BIM aura été construit de façon très sophistiquée au moment de la construction, qui devrait intégrer tout ce qu'il y a de DOE, DIUO, etc., là, ça, on le souhaite en tout cas, et plus, il devrait avoir encore plus d'infos que ça, bien en fait, ça les intéresse, mais dans les faits, ils vont déconstruire ce lapin-là pour utiliser des fragments et des poussières. Grosso modo, lors de la construction, vous êtes intéressé par la gestion des réseaux. C'est les réseaux et les interférences entre les réseaux, c'est ça qui vous intéresse. Et lorsque vous faites de la gestion d'actifs dans l'exploitation maintenant, vous vous intéressez à des points. La chaudière, la CTA, centrale de traitement d'air, etc., etc. Donc, c'est passer du réseau au point, en fait, qui est la demande du maître d'ouvrage. Donc, la déconstruction du lapin nécessite une réflexion quand même sur la fiabilité des données. Et je vous dirais que le maître d'ouvrage s'intéresse plus à la complétude des données qu'à l'exactitude. Si la complétude est bonne et que l'exactitude est plus faible, ça ne le dérangera pas trop. Alors que lorsqu'on conçoit un bâtiment, on est absolument intéressé par l'exactitude. On veut que ça tienne, que ce soit fait correctement. Et bien sûr, sur le périmètre d'un seul bâtiment, la complétude. Mais n'oubliez pas que le maître d'ouvrage, il gère parfois 5, 10, 15, 20, 200, 400 bâtiments. Donc, il a une vision souvent raccourcie de la réalité. Donc, la mise en place du modèle PACIT, c'est essentiellement d'abord de mettre en place un système d'alphabet ou de vocabulaire pour que les gens se comprennent bien, sachent de quoi ils parlent. Mettre en place des règles, c'est-à-dire un protocole sur la façon dont on procède pour aller capter l'information, puisque les capteurs sont à la fois humains et physiques, mais surtout humains au moment où on se parle, parce qu'on est encore très loin des IoT implantés partout, et il faut passer à l'action dès maintenant. Alors, le modèle prévoit des capteurs humains. Donc, c'est la grammaire, si on veut, l'idée du protocole. La méthodologie, c'est ce qui permet de construire le discours. Donc, la première phase, c'est vraiment de balayer l'ensemble d'un parc d'actifs, d'un maître d'ouvrage, pour avoir l'ensemble de la vision, la complétude de la vision, et déjà traiter les informations de type positif, les données positives et les données normatives. Donc, c'est ce que vous voyez dans le plan de gestion d'actifs avec la petite représentation en bleu en bas, pour identifier par mise en priorité des travaux à réaliser. Donc, ces travaux-là, une fois réalisés, feront le test d'un retour en arrière et on voudra tester le modèle de façon récursive. Donc, c'est un modèle de type agile qui se réutilise à tous les ans, à tous les 2 ans, tous les 5 ans, peu importe la fréquence. Dans le cas d'un parc qui serait très vétuste, pour lequel on doit réinvestir beaucoup d'argent, c'est mieux de le faire tous les ans. Dans le cas où c'est une organisation qui est relativement avec des dégradations ou des dépréciations faibles, donc comme c'est pas dans le pot comme dans le pot de yaourt ou dans la nuit du 12 au 13, il se passe un truc, là. Donc c'est plus lent que ça comme dégradation. Aux 3 à 5 ans, c'est nettement suffisant. Donc ça permet de faire une photo du parc pour constituer éventuellement un film. Donc, c'est l'idée derrière le projet PACIT. Donc, évidemment, pour ce faire, on utilise une plateforme collaborative qu'on a montée. Quand je dis « on a monté », c'est que dans le cadre de mes recherches, j'ai été encouragé par l'Université de technologie de Compiègne de démarrer une start-up. Et ce qui a été fait en 2011, qui est maintenant une société anonyme, qui s'appelle TB Maestro, qui vend d'abord du service, mais qui, en plus, a une application logicielle pour garantir son service d'abord et
Les clients ne sont même pas obligés de l'acheter. L'objectif, c'est d'abord d'avoir un résultat pour prendre une décision. Donc, quand le sage pointe la lune, l'idiot regarde le doigt. Donc, on essaie de ne pas vendre du logiciel pour vendre du logiciel et laisser les gens en désarroi, mais plutôt leur produire un résultat qui leur permet de prendre des décisions. C'est maintenant une entreprise de 26 employés à Paris et 17 employés à Montréal. Donc, c'est plus d'une quarantaine de jeunes diplômés, de la plupart de l'UTC. S'il y a d'autres qui sont intéressés autour de vous, dites-nous-le. Il y a une croissance importante. Donc, les bases de données sont constituées de différentes façons. Hein. Il y a différents types de rendus pour aider le décideur à passer à l'action. Mais un des repères importants ou intéressants, c'est l'indice de vétusté physique. C'est donc la perte de valeur d'usage. C'est donc l'entropie du système qui est représentée sous forme d'argent, c'est-à-dire en termes économiques, quels sont les besoins en travaux dans un horizon de 5 ans. L'horizon 5 ans étant dans le domaine de la construction un horizon à peu près certain. C'est-à-dire qu'on ne va pas beaucoup faire varier les trucs dans un horizon de 5 ans malgré tout. Et au-delà de 5 ans, on est dans un horizon incertain. Mon collègue spécialiste de l'incertain me disait, bien sûr, Jean-Pascal, tu es dans le certain incertain, et après tu tombes dans l'incertain incertain. Je dis, bien sûr, tu as raison. Donc, grosso modo, pragmatiquement, les hommes de l'art vont vous dire que l'horizon 0,5 ans, ils peuvent parler de leur parc immobilier, ils peuvent avoir une appréciation de la dépréciation. La valeur actuelle de remplacement, c'est la valeur de construction selon les techniques et méthodes d'aujourd'hui. Et l'indice de vétusté, c'est l'un divisé par l'autre. On sait maintenant, par la multitude de retours d'expérience qu'on a fait, qu'à partir d'un certain seuil, ça devient plus critique et ça devient plus problématique. Mais l'indice de vétusté est insatisfaisant, c'est-à-dire que là, vous voyez la représentation d'un résultat d'un parc de 226 bâtiments pour lequel le premier constat qu'on peut faire, c'est que l'entreprise, le donneur d'ouvrage public, c'est un maître d'ouvrage public, n'a plus aucune expertise en construction. Ils n'ont pas construit depuis 20 ans. Il y a 3 petits points, là, de 0 à 20 ans, vous les voyez bien, mais après ça, ils n'ont pas construit. Donc, à l'interne, chez eux, puis ça relatait justement l'un des intervenants ce matin qui disait « Nos interlocuteurs ne comprennent pas ce qu'on fait ou ils ont beau avoir fait un petit suivi rapidement, ils passent à côté de la trappe. » Bien, une des raisons, c'est qu'ils n'ont plus la culture de la construction, ils n'ont plus la culture de la manipulation de ces informations-là, de ces données-là. Donc, il y a un vrai problème d'éducation, de formation des maîtres d'ouvrage sur le sujet. Ce que l'on voit aussi, c'est les nuages de points avant la Première Guerre mondiale et après la Deuxième Guerre mondiale, où là, on se dit, il y a quand même un phénomène étrange, on est à peu près au même niveau de vétusté dans les deux cas. Bien sûr, dans les points les plus anciens, on peut dire que c'est peut-être parce qu'on est réintervenu, certes, mais c'est surtout parce qu'on avait des conceptions plus sobres. Moins de mécanique sophistiquée, etc. Alors que ce qui a été construit après la Deuxième Guerre mondiale, c'était vite, ici maintenant, avec des techniques et des méthodes qui ont raccourci la durée de vie. Donc, on parle de risque pour affiner l'indice de vétusté, et on regarde donc, par une approche conséquentialiste, quel est l'effet du risque. Ça nous permet de tirer des leçons sur les priorités et d'établir, par jeu sérieux, une grille de responsabilité ou une grille de mise en priorité selon l'aversion au risque des décideurs de l'organisation. Lorsqu'on simule l'argent qu'ils ont dans cette matrice de risque-là, on voit par exemple, ici c'est budget constant, ils avaient 3 millions par année sur un horizon de 5 ans, ils ne couvraient que les risques 1, 2 et une partie des risques 3. Pourtant, ils avaient une affiche « Nous sommes développement durable » devant la mairie. C'est une ville, dans ce cas-là, une ville en France. On a chargé la barque pour essayer de voir si on pouvait capter des impacts sur l'environnement, donc c'est le petit trait vert, puis on s'aperçoit que finalement, il faut mettre quand même pas mal d'argent pour y parvenir. Donc l'idée, en faisant un peu de projection, c'est que s'il fonctionnait à modèle constant de financement, il se ramassait avec un petit modèle prédictif au double d'indice de vétusté, il passait de 13 à 25 dans le cas où ils n'auraient pas de changement de comportement par rapport au maintien des actifs. Ça reprend ce que M. Teller disait sur les routes. C'est le même principe dans les bâtiments. Il y a un besoin de réintervention massif partout. Et je voyais une entreprise de construction du nord de la France il y a quelques années qui me posait la question, qu'est-ce qu'on fait? Nos parents qui étaient papy boomers, ils faisaient un projet à 15 millions, une grue, et c'est tout. Et nous, on fait 15 projets d'1 million, 0 grue. Et les risques sont tout à fait autres. Et le donneur d'ouvrage ne comprend pas que cette nouvelle répartition-là, l'intervention dans l'existant, génère des risques. Et le transfert de risques se fait trop vers l'entreprise de construction.
qui en assument beaucoup. Donc, il y a un vrai travail là aussi dans la contractualisation, dans les CCTP et tout ça, pour expliquer aux maîtres d'ouvrage que le transfert de risque doit se faire un peu moins. Donc, je laisse ici en rafale, puisque ça se termine, les points qui sont mis en exergue comme retour d'expérience du PACIT, mais j'attire votre attention sur le dernier. C'est qu'en fait, l'outil PACIT a pour intérêt d'être un outil d'apprentissage stratégique, donc strategic learning, plutôt que du strategic planning, plutôt que une méthode traditionnelle du tout prévisible. On n'est plus dans cette idée-là. Donc, le jour où les gens, maîtres d'ouvrage, auront intégré, qui sont dans le strategic learning, bien, le BIM va passer comme une flèche. Ça va aller vite. Parce que là, très certainement, les gens vont comprendre qu'ils ont intérêt à suivre le métabolisme et le cycle de vie de leurs actifs, peu importe s'ils doivent changer le regard d'échelle en réduisant l'échelle sur leur actif, mais ils vont pouvoir comprendre que sans la compréhension des mouvements d'entropie, les mouvements de dégradation dans leur parc, bien, ils seront incapables de gérer leurs actifs. Et c'est là que vous pouvez, ceux qui sont constructeurs et concepteurs, les accompagner au mieux. Donc, n'hésitez pas à me joindre à l'UTC, donc @utc.fr avec mon nom devant. Sinon, vous allez dans LinkedIn, vous tapez mon nom, vous allez me trouver tout de suite. Vous me demandez d'être ami LinkedIn, je dirais oui. J'agis toujours comme expert et conseiller scientifique pour TB Maestro, mais je n'en suis pas ni le gérant, ni le réalisateur des projets. Il y a une équipe de jeunes ingénieurs dynamiques qui sont excellentissimes et que j'encourage. Merci à vous.